Bien, messieurs et mesdames les parlementaires, avant d'accueillir notre invité avec tous les honneurs dus à son rang, je vais faire deux annonces d'intendance. D'abord, pour l'examen de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021, je vous propose de désigner M. Vincent Rolland, rapporteur budgétaire pour l'avis relatif au tourisme. Je vois que tout le monde opine et donc cette chose est faite. Et par ailleurs, je vous propose de nommer Dominique Potier, membre de la mission d'information commune sur la conditionnalité des aides publiques aux entreprises pour le groupe socialiste et apparenté. Cette nomination vient en complément des autres membres désignés la semaine dernière. Je vous rappelle que cette mission réunira la Commission des finances, la Commission du développement durable et la Commission des affaires économiques. Par ailleurs, ça ne vous aura pas échappé, nous avons un nouveau gouvernement. Qui dit nouveau gouvernement dit nouveau ministre. Et donc, j'ai entamé des conversations avec les cabinets pour organiser des auditions des ministres qui nous concernent. Et il y en a un certain nombre dans les semaines qui viennent. Donc, on ne les fera pas tous avant la rupture parlementaire. Je pense qu'on en fera quelques-uns avant la fin juillet et d'autres à la rentrée. J'ai déjà un accord de principe de Bruno Le Maire, parce qu'évidemment, il va être au cœur de la relance, pour qu'il soit auditionné en compagnie de Alain Griset, qu'on connaît bien, ministre des TPE, des PME, et d'Agnès Pannier-Runacher, ministre de l'Industrie. Donc on est en train de monter ça, j'espère, assez vite. On recevra évidemment aussi Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture, Emmanuel Vargon, ministre du Logement. On organisera aussi une audition, mais je pense plutôt à la rentrée, avec Barbara Pompili. La mer est dans le spectre d'intérêt de la Commission des affaires économiques, donc on aura aussi Annick Girardin, la ville. Donc Nadia Hay, bref, on va avoir du boulot. Et eux aussi. Voilà, donc c'était pour les instants, les informations d'intendance. Nous accueillons aujourd'hui M. Jean-François Carenco, président de la Commission de régulation de l'énergie, bien connu sous l'acronyme de la CRE. Bienvenue, Monsieur le Président. C'est la première fois que nous vous recevons, M. Carenco, depuis le début de cette législature. Vous aviez été auditionné au titre de l'article 13 de la Constitution, peu de temps avant nos élections respectives, puisque c'était en février 2017. Votre audition coïncide avec un événement important pour l'autorité que vous présidez. Elle célèbre en effet cette année ses 20 ans d'existence. Comme vous l'observez dans l'éditorial du dernier rapport d'activité de la CRE, qui, je pense, est disponible pour l'ensemble des membres de la Commission, il vous appartient d'éclairer le chemin à prendre à la sortie de la crise que nous subissons. C'est bien pour cette raison que nous vous entendons cet après-midi. Nous comptons sur vous pour compléter notre réflexion dans le cadre de la préparation du plan de relance. Comme vous le savez, notre commission avait mis en place, durant la crise sanitaire, 6 groupes de travail sectoriels. L'un d'entre eux, composé de Marie-Noëlle Battistel, Philippe Bollot et Anthony Sellier, était chargé du suivi du secteur de l'énergie. Ce groupe de travail nous a présenté la semaine dernière ses propositions. J'allais dire ses nombreuses propositions, puisqu'elles sont au nombre de 95. J'espère que vous avez pu les consulter et qu'elles vous inspirent un certain nombre de réflexions. Monsieur le Président, je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames, Messieurs les députés. Merci de m'avoir invité avec le directeur général de la CRE, Dominique Gemme, de vous parler du rapport d'activité. Il va s'agir, à l'évidence, à la fois d'un exercice d'actualité avec la relance évoquée par le président Lescure, mais aussi d'un petit retour sur la construction des marchés d'énergie, puisque, comme vous l'avez indiqué votre président, la CRE fête ses 20 ans d'existence cette année. Comme vous l'avez indiqué aussi, j'étais venu devant votre commission, même si les choses ont changé, lors de ma candidature à la présidence de cette maison. Et donc je suis ravi, 3 ans après, de venir présenter les missions réalisées par la CRE, ces 150 agents, dont je voudrais devant vous souligner la qualité de leur travail. Il me semble que c'est grâce à eux que l'expertise et l'impartialité de la CRE sont reconnues tant par les membres du collège que par les acteurs du secteur, dont un certain nombre de commissions parlementaires et le Parlement. Et je pense que c'est une des raisons, la qualité, le sérieux de leur boulot, qui fait que les missions du régulateur prévues dans le Code de l'énergie se multiplient, se diversifient au fur et à mesure de vos lois, ou au fur et à mesure des demandes qui me sont formulées. Quelques chiffres au quotidien sur ce travail. En 2019, 58 séances de commission,
63 acteurs auditionnés par le collège, 18 décisions du CORDIS, vous savez, c'est l'instance de la CRE chargée du règlement des différends et des sanctions, et dont 2 sanctions, ça peut paraître peu, en 2019, mais dans le paysage européen, c'est déjà beaucoup. Comme vous le savez, mon sujet à moi, dans ma vie professionnelle, c'est d'avancer. D'avancer en essayant de faire émerger des consensus au profit de notre pays. Ça me paraît quand même l'essentiel du système. C'est ce que nous avons essayé de faire avec les membres du collège de la Creux, et à chaque décision que nous prenons, dans le strict, et là j'insiste, dans le strict respect des règles européennes et françaises, législatives françaises, qui nous gouvernent, mais aussi dans le respect des décisions du Conseil d'État. J'ai 3 sources de régularité, vous le voulez bien, les règlements européens, règlements et directives européennes, la législation française et les décrets que je mets dans le sens, et le Conseil d'État qui est très, très prégnant en la matière. Toujours, j'essaye, dans le souci de l'intérêt du consommateur. Aujourd'hui, notre système est en plein bouleversement, avec des évolutions très structurantes sur les réseaux intelligents, sur la future régulation du nucléaire, par exemple. Mais j'avais, il y a 3 ans, pointé 4 enjeux. Ces 4 enjeux me semblent les mêmes. On a un peu avancé, un peu reculé, on a bougé. La construction du marché européen, la défense du consommateur final en ajoutant, mais c'est quoi? Consommateurs individuels et consommateurs des entreprises, des particuliers des entreprises, et vous avez un champ de travail gigantesque là-dessus. Défense à court terme, moyen terme, long terme, défense par les prix, la sécurité et la qualité des approvisionnements. Nécessaire transition énergétique, qui plus encore qu'il y a 3 ans a fait irruption dans notre logiciel de pensée, dans l'obligation de nos actions, et avec comme conséquence un point particulier sur la sécurité des approvisionnements. Permettez-moi donc de profiter de ce moment privilégié devant vous pour revenir sur le bilan des actions de la Creux guidées par ces enjeux. Et puis essayer, parce que c'est votre job, et moi le mien, c'est de vous apporter des éléments techniques, un peu idéologiques des fois, pour vous aider, pour éclairer ce chemin qu'il vous appartient de tracer, pour l'avenir de notre système énergétique. Premier enjeu, la construction du marché européen. Je vais vous dire, je vais faire une confidence. J'ai un rapport de la Cour des comptes, pas une fois, ils emploient le mot Europe. Je suis sidéré. L'Europe est au cœur de chacune des missions de la Creux. C'est même le cadre absolu de son action. Permettez-moi de faire une profession de foi européenne. Voilà. Au-delà de l'Europe, c'est la paix. L'Europe, c'est quand même notre avenir. Et sans ça, on est juste bon à passer pour rien du tout. Et donc, au-delà de son ADN, puisque la Creux, je le rappelle, est née de la construction du marché européen de l'énergie, la Creux est plus que jamais ouverte sur l'Europe et participe donc très activement au débat pour promouvoir un marché européen fluide, efficient, efficace au bénéfice de tous, sans perdre de vue, et c'est ça l'intérêt de la chose, la défense des intérêts nationaux de notre secteur. C'est dans un équilibre contradictoire que se trouve, comme d'habitude, un chemin de la vérité. La Creux le fait notamment dans le cadre des négociations européennes du paquet énergie propre pour tous les Européens dont vous aurez la responsabilité de le transposer en droit national. En décembre 2019, après ce qu'on avait eu sur l'électricité, la Commission européenne a présenté un pacte vert pour l'Europe qui a pour ambition de faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone d'ici 2050. Nous avons, dans cette optique-là, comme nous l'avons fait avant, adopté 10 fiches de position. On essaye à notre place de dire voilà ce qu'on pense. La Creux participe ainsi à la création du monde énergétique de demain avec ses partenaires européens, j'insiste, au sein de régulateurs européens installés à Ljubljana, l'Europe, mais aussi au sein de l'association des régulateurs dont nous avons obtenu la vice-présidence, une vice-présidence active, et la Creux est désormais l'un des régulateurs reconnus en Europe. L'expertise de la Creux, et j'insiste sur ce rôle méconnu, et je regrette
j'ose le dire, Monsieur le Président Lescure, que peut-être le Parlement ne s'intéresse pas assez à ce sujet. Son expertise reconnue au niveau international en liaison avec l'AFD, avec la Commission européenne, la CRE est en effet très régulièrement sollicitée, impliquée dans des activités de coopération. Nous assurons la coprésidence de MEDREG, Association des régulateurs européens de l'énergie. Et je veux dire mon émotion quand à Rome on réunit tous les acteurs de MEDREG, qu'on donne la parole aux régulateurs français devant le Libanais, l'Égyptien, le Chypriote, le Turc, pour parler de tout ça. Le Jordanien, qui était là aussi, pour parler de l'avenir de la coopération énergétique en Europe. Ce sont aussi des moments d'émotion dans lesquels le fonctionnaire que je suis essaye de placer l'intérêt de la France, la position de la France. Je pense que c'est aussi notre boulot. Nous assurons aussi la présidence dans le même état d'esprit de Régulae, qui est l'association des régulateurs francophones, avec, je crois, une petite trentaine de pays, qui tous nous appellent en coopération. Ainsi, par exemple, nous sommes en 2009 investis dans un jumelage au bénéfice du ministère de l'Énergie marocain. Nous assistons le régulateur géorgien pour le développement des compteurs intelligents. Nous faisons tout cela avec un souci, au-delà de la position de la France, d'amener avec nous, dans nos bagages, si j'ose dire, c'est pas très sympa comme expression, des industriels français. Les grands réseaux français. Il faut que GRTgaz travaille en Égypte, il faut que GRTgaz travaille à Chypre, il faut que Enedis vende des compteurs en Inde. C'est ce qu'on essaye de faire. C'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, la défense du consommateur. Ça, c'est la tarte à la crème. On peut y mettre tout et n'importe quoi. Tout le monde peut mentir sur ce sujet. Assez étonnant. En tout cas, agir dans l'intérêt du consommateur est le fil rouge de notre action. C'est d'ailleurs notre mission législative, avec pour objectif les prix, la qualité du service, la sécurité des approvisionnements. C'est bien les trois, court, moyen, long terme. C'est un double triptyque. Et tous ceux qui pensent que la défense, que la mission de la CRE est défendre l'intérêt du consommateur individuel à court terme sur les prix, ratent leur cible. Je dois dire que l'irruption du citoyen consommateur et désormais du citoyen producteur dans le système énergétique est une nouveauté. Mais ce n'est pas le seul, puisqu'on a même vu apparaître les citoyens législateurs avec les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Une apparition dans le paysage institutionnel. En tout cas, il nous faut composer, tracer l'avenir avec ce monde qui change, avec le renforcement du territoire, dans le cadre de ce qu'on appelle la décentralisation énergétique. Mais n'oublions pas, s'il vous plaît, n'oublions pas, et je le répéterai sans arrêt, que nous avons la chance d'avoir un système énergétique qui fonctionne, comme l'a démontré le passage de cette crise sanitaire. Ça a tenu, notre système a tenu. Et je suis en train de travailler sur les indicateurs de performance d'Enedis, où on nous dit, ou de RTE, on me dit il faut tenir, on peut couper 60 minutes par an, c'est ça ? 60 minutes par an. Beaucoup de pays mondiaux dans le monde essayent d'avoir de l'électricité 8 heures par jour. Il y a une différence entre les deux. Je plaide pour la reconnaissance de la qualité de notre système. On ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Regardez ce qui s'est passé. Mais ne perdons jamais de vue la défense du consommateur donc, et de la solidarité nationale en matière énergétique. Ainsi, dans le cadre de la surveillance des marchés, la CRE s'assure de cette protection pour les consommateurs domestiques, mais aussi pour les industriels, et vous avez un grand rôle à jouer dans l'électro-intensif, que ce soit à court, moyen ou long terme. La surveillance des marchés de gros, je le rappelle, s'inscrit dans un cadre européen et international, puisque les prix de gros sont impactés par le prix des matières premières, les tensions géopolitiques, le marché européen grâce aux interconnexions. 2019 a été une baisse, a été le siège d'une baisse des prix de gros après de fortes hausses en 2018. Ainsi, le prix annuel de l'électricité, en production, je ne parle pas pour le consommateur, en production, sur les marchés de gros, a commencé l'année à 60 € le mégawattheure, l'a terminé environ à 46, soit dit en passant, toujours au-dessus de la reine, de 42. On y reviendra dans les questions sûrement. La même tendance a été constatée pour le gaz,
avec des prix qui ont atteint des bas niveaux absolument ahurissants. On doit être à 5 ou 6 aujourd'hui. 5 ou 6 aujourd'hui, euros le mégawattheure. Dans le cadre d'ailleurs de cette surveillance des marchés de gros, 3 enquêtes sérieuses sont aujourd'hui en cours. Et je viens d'en transmettre une au Cordis en vue d'une éventuelle sanction. Je rappelle, dans le cadre de cette ouverture de marché, que l'ouverture à la concurrence sur un marché de détail doit se faire au bénéfice du consommateur. Ça a enclenché une véritable dynamique depuis plusieurs années. Un point, vous l'avez décidé, vous êtes revenu là-dessus, un point précis. Aujourd'hui, sur un total de 33 millions de sites de consommation pour l'électricité, 9,1 millions sont en offre de marché, soit 28% des sites résidentiels. Un certain nombre d'offres de marché sont faites par EDF. En gaz naturel, l'ouverture à la concurrence est plus marquée, avec 6,9 millions de sites sur un total de 10,7, soit 64%. Quel chemin depuis 20 ans. Nous avons donc, dans ce cadre-là, mis en place une surveillance des pratiques de l'ensemble des fournisseurs dans le cadre de cette mission de surveillance. J'ai un souci là-dessus, je le dis aux législateurs. Il me semble que le dispositif de délivrance des autorisations de fourniture pourrait être plus efficace si c'était la CRE qui disposait de la compétence pour délivrer les autorisations aux nouveaux fournisseurs et assurer le suivi. Ce n'est pas une inimitié que j'avais envers la DGEC, mais enfin j'ai l'impression qu'ils reçoivent une demande et qu'ils la tamponnent. Or, dans ces périodes de tension internationale, on assiste à l'arrivée sur le marché de fournisseurs dont on se demande pourquoi ils viennent et s'ils ne peuvent pas simplement déréguler le système. Je vous invite tous à lire le bouquin qui s'appelle Blackout. Ça me paraît intéressant que celui qui dérive les autorisations ait aussi des pouvoirs étendus pour recueillir toute information auprès des fournisseurs et ouvrir le cas échéant des enquêtes. Sur ce marché, je voudrais signaler que par la loi énergie-climat du 8 novembre 2019, au milieu de beaucoup de choses, vous avez mis fin aux tarifs réglementés pour les entreprises de plus de 10 salariés et de 2 millions de chiffre d'affaires dans l'électricité et prévu l'extinction au 30 juin 2023 de ces TRV dans le domaine du gaz. Si les tarifs réglementés offrent un cadre stable et propice à la confiance pour certains consommateurs, ce sont maintenant aux acteurs de la distribution, d'être agiles. Nous, on n'attend pas ce qu'ils fassent baisser les prix, ce n'est pas le sujet. On attend d'eux qu'ils soient agiles en proposant des innovations technologiques, des évolutions sur la structure tarifaire. C'est ce que permet la concurrence. C'est ça, l'agilité, le service, au service de la transition énergétique. Ces offres existent déjà, notamment grâce au déploiement des compteurs intelligents que la CRE a soutenu et soutient toujours activement. Un point précis sur les compteurs Linky, dont on entend moins parler au niveau de la défense sanitaire. Il me semble que ça se calme un peu. 25 millions de compteurs Linky ont été posés sur les 35 millions prévus et 5 millions de compteurs gaz par, ainsi qu'on les appelle, sur les 11 millions. La CRE, je le dis très simplement, se réjouit de ce succès, malgré tout un tas de critiques, mais moi qui me semblait s'apaiser quelque peu. C'est exactement ce que je pense. D'ailleurs, les opposants systématiques, les mêmes, s'en prennent désormais à la 5G. Concernant les tarifs réglementés de vente d'électricité qui sont maintenus dans la durée pour les particuliers, la CRE les fixe, et j'insiste là-dessus, avec une méthode dite d'empilement des coûts, prévue par la loi. J'insiste, c'est vous qui fixez la méthode d'empilement validée par le Conseil d'État. Ça ne tombe pas du ciel, ça ne vient pas de n'importe où. Le coût d'approvisionnement en énergie en capacité, le coût d'acheminement, le coût de la commercialisation, la rémunération des activités fourniture. Tout cela fait que, et je le regrette, les TRV ont fortement augmenté en 2019, du fait de la hausse des prix en 2018 et du maintien du plafond de l'Arenh à 100 TWh, on y reviendra. La méthodologie de la CRE pour construire les TRV a été attaquée par les fournisseurs alternatifs, notamment la Node, qui trouvait que la hausse n'était pas suffisante
d'une part, pour les fournisseurs, mais aussi par les consommateurs qui trouvaient qu'elle était trop élevée. Recours de Que Choisir et du FC. Le Conseil d'État a confirmé la méthodologie de la CRE dans 2 décisions du 6 novembre dernier. De manière générale, les décisions de la CRE que j'essaye de prendre dans le cadre de la loi que vous fixez sont en général toutes attaquées et notre directeur des affaires juridiques consacre une grande partie de ses travaux à ces missions pour répondre aux contentieux. Moi, je vous rassure, depuis 3 ans, la CRE n'a jamais perdu. Ah, pas perdu. Ça ne les décourage pas. Et les plaideurs sont de plus en plus nombreux et ils mettent en avant un certain nombre d'éléments qui démontrent qu'ils pensent que la CRE n'applique pas la loi. Je note d'ailleurs que les tarifs d'infrastructure de gaz adoptés fin 2019, le turp gazier, si j'ose dire, le turp gazier adopté fin 2019, distribution, transport, stockage, n'ont pas été attaqués. Une première. Je pense que la rigueur, le sérieux du travail, le sérieux de la concertation sont ainsi largement démontrés. Je reviens à la loi énergie-climat qui a confié à la CRE, que vous avez accepté, et je vous en remercie, la gestion du traitement des contentieux de masse liés à la CSPE, qui est un des vrais sujets au titre des années 2009 à 2015. La CRE n'était pas faite pour ça. Juste simplement, moi, en tant qu'ancien préfet, quand je vois un sujet qui menace les institutions qui traînent par terre, je le ramasse. Ça s'est passé comme ça. Nous avons ainsi organisé ce travail fastidieux avec une direction liée à la CRE qui comprend maintenant 5 ETP et reçoit le soutien opérationnel de l'Agence des services de paiement, elle-même autorisée, grâce à vous, à recruter 60 collaborateurs hors plafond d'emploi. Vous l'avez compris, la CRE se prépare au traitement d'un contentieux de masse nécessaire à la préservation des finances publiques. Je vous demande, je ne sais pas comment on fait devant le Parlement, d'assurer une ratification rapide de l'ordonnance prévue à l'article 57 de la loi énergie-climat, qui est déposée sur le bureau de votre Assemblée en février. Après, je prends mes risques perso. J'agis, mais j'aimerais bien qu'il y ait une loi qui me demande de le faire. Troisième enjeu, l'obligation de la transition énergétique. Nous gagnerons, me semble-t-il, cette transition énergétique grâce à l'innovation, mais aussi et beaucoup grâce au développement intelligent des structures de réseau. C'est ça un des enjeux majeurs. Dans ce cadre, la CRE examine les décisions d'investissement des gestionnaires de réseau avec une attention particulière liée à la qualité des services, à la construction de l'avenir et à la maîtrise des coûts supportés. Je vous rappelle qu'en 2019, les revenus autorisés, c'est-à-dire le montant du chiffre d'affaires des régulés, des réseaux, chiffre d'affaires des réseaux de gaz et d'électricité, a représenté 24 milliards d'euros, presque 1% du PIB. C'est tout à fait considérable. L'année 2020 est une année fondamentale aussi pour les activités de réseau électrique, puisque les tarifs de transport, le fameux TURP, est en cours d'élaboration. Dieu sait si là, j'en entends des vertes et des pas mûres. Pour répondre à ces critiques, pour répondre à ces interrogations que nous avons ensemble, que nous avons le devoir d'avoir ensemble, il y a une conviction que je veux partager avec vous, c'est que c'est le développement des flexibilités. Il y a un maître mot en réponse à ces interrogations, c'est le développement des flexibilités qui seul nous permet de réduire les coûts économiques et environnementaux de cette transition tout en satisfaisant à cette transition. Elles ont des caractéristiques, des rôles différents, mais complémentaires. Interruptibilité, effacement pour les industriels, effacement pour les particuliers, écrêtement limité des énergies renouvelables pour éviter les nouvelles infrastructures. Inutile. Le stockage, l'autoconsommation véritable, j'espère que j'aurai une question sur l'autoconsommation, sur laquelle je suis vent debout, et aussi les interconnexions, les économies d'énergie, qui ne sont pas vraiment de la flexibilité, mais qui sont essentielles. C'est par la flexibilité que nous gagnerons la bataille entre la dépense et la transition énergétique. C'est ma conviction absolue. Et je pense, Monsieur le Président, que c'est ensemble, avec vous, qu'il nous faut avancer. Pour avancer en 2019, la CRE a aussi souhaité accompagner les opérateurs innovants, et je veux vous dire un grand merci sur la mise en place des bacs à sable réglementaires. Ça a été porté ici, et nous avons nous-mêmes mis en place le dispositif de suivi qui fait en sorte que les premiers guichets sont ouverts pour ce système de bacs à sable réglementaire. Je mets là-dedans notamment le raccordement à la recharge des véhicules électriques. Enjeu énorme, énorme. 15 millions de véhicules électriques en 2035. Il nous faut 15 millions de sites de stockage et d'injection dans les réseaux par ailleurs.
On ne le fera pas avec notre administration à la papa. Excusez-moi, j'en ai été pendant longtemps. Et j'en suis l'exemple même. Concernant le développement des bornes de recharge de véhicules électriques, je voudrais vous dire qu'il vous appartient de mettre en place, je ne sais pas comment, de mettre en place des mesures permettant d'éviter au maximum l'apparition des zones blanches pour éviter que les citoyens puissent disposer tous de ces lampes. Et la zone blanche, en matière de véhicules électriques, ce n'est pas comme en matière de câbles, comment on appelle ça, les câbles, hein, les fibres télécom. S'il y a des zones blanches, c'est l'ensemble du système qui ne marche pas. Ça ne marche pas juste pas dans la zone blanche, c'est l'ensemble. Si vous ne pouvez pas aller où vous allez, alors c'est l'ensemble du système qui ne marche pas. Et 20% de zones blanches, en matière de bornes de recharge, ça tue le système. 20% de zones blanches sur les fibres optiques, là, ça ne tue pas le système, ça emmerde le monde. Donc là, je vous invite à travailler, à réfléchir là-dessus. La CRE accompagne aussi les opérateurs à relever le défi que représente l'avenir des réseaux électriques, faire passer le mix électrique de 10% aujourd'hui à environ 30% d'ENR non pilotables. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est passé de 10 à 30% d'ENR, éolien et solaire photovoltaïque au principal. Hein. Travaille aussi sur les réseaux de gaz qui représentent un véritable actif pour notre nation, dont on ne sait pas bien où ça va, qu'est-ce qu'on va faire, mais notre responsabilité est de ne pas insulter l'avenir. Et de ne pas insulter l'avenir. J'ajoute à ce niveau-là que je pense que chacun a bien compris que le gaz vert, c'est certes de l'énergie marginalement, au mieux 10% du gaz qui lui-même fait pas beaucoup dans l'énergie totale, mais c'est du revenu agricole, c'est de l'économie circulaire, c'est de l'emploi dans les territoires. Il se trouve que c'est payé par le tarif des tarifs énergétiques. Mais c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Quelques mots sur les ZNI, qui ont été en 2019 un enjeu majeur du travail des services et du collège. Je regrette que les PPE n'aient pas été approuvés dans les temps tels que vous les aviez fixés. Nous y travaillons beaucoup, en appui aux collectivités, en appui aux préfets, en appui au gouvernement et aux services. Nous apportons notre expertise partout. C'est un enjeu non seulement pour les ZNI, mais aussi pour la connaissance des services énergétiques. La pénétration des ENR devient massive. Juste un mot là-dessus, sur ces ZNI. On peut le faire si on travaille vraiment, cette transaction-là. Vous allez avoir des sujets très compliqués. La Guyane, Mayotte, la Réunion. C'est un sujet de politique énergétique, c'est aussi un sujet de politique de gestion de l'outre-mer et des initiatives qu'on laisse au système ultramarin. Dernier enjeu, la sécurité des approvisionnements. C'est le dernier enjeu identifié. La CRE n'a pas en charge la politique énergétique, c'est le gouvernement et vous-même le Parlement qui avez cette charge. Mais nous essayons de l'accompagner en disposant d'une expertise qui est mise à votre disposition. Un mot sur un chiffre qui à mon avis, interroge. En 15 ans, RTE nous demande 33 milliards d'euros d'investissement. Voilà. C'est ça la transition énergétique. Le TURP pèse désormais 40% du prix. 40% du prix. C'est bien de se battre sur le TURP à 42, à 43, à 44. Ça fait 25. Moins de 30% du prix. L'enjeu est désormais ailleurs. La programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit de diminuer la part d'énergie, la part d'électricité d'origine nucléaire à 50% dans le mix énergétique en 2035, contre ça 70% aujourd'hui. C'est donc une accélération très significative du rythme de renouvellement des énergies renouvelables. Mais 3/4 de la production reste aujourd'hui en provenance des centrales nucléaires. Et c'est un atout stratégique. Je le dis fermement et clairement, c'est un atout stratégique fondamental aujourd'hui qui permet l'indépendance de la France, qui permet des coûts maîtrisés et le bénéfice d'un mix énergétique très peu carboné. Je le redis, notre électricité émet 6 fois moins de CO2 que nos voisins allemands, 10 fois moins que les Chinois. Est-ce qu'on peut en être un peu fier? Un peu fier. Mais il faut préparer l'avenir. Ça n'empêche pas de préparer l'avenir. Nos centrales vieillissent, les coûts du nouveau nucléaire sont aujourd'hui très incertains.
alors que les ENR, les batteries, sont devenues compétitives. Il nous faut donc, puisque désormais les prix sont sur un même bandeau, entre 45 et 65, entre 45 et 65, préparer l'avenir tranquillement dans le cadre de la PPE. Et la CRE soutient sans ambiguïté cette politique sur le mix énergétique, avec une petite revenez-y, je l'ai dit tout à l'heure, sur le gaz vert, où je pense qu'on aurait pu faire un peu mieux. Encore faut-il le faire de manière intelligente. Je suis frappé de ce que l'Allemagne a 50 gigawatts de photovoltaïque installés, le Japon en a 64 et nous en avons 10. C'est juste pas supportable. Et donc, il nous faut, et nous ferons des propositions, faire en sorte que l'avenir puisse exister. Que l'avenir puisse exister. Le bac à sable est déjà quelque chose de formidable. Et donc, je suis un peu inquiet de tout ça parce qu'il se raconte des choses inexactes et que la sécurité d'approvisionnement est avant tout une affaire de long terme. Et les erreurs d'aujourd'hui se constateront après-demain. Je n'ai pas du nucléaire. Un mot sur la crise Covid qui a révélé une fragilité insoupçonnée. Le programme de maintenance, d'entretien programmé, de visite décennale était perturbé pendant l'état d'urgence sanitaire et a généré des effets en cascade sur la disponibilité du parc nucléaire en 2020, 2021, voire 2022. C'est vrai que la situation s'annonce tendue pour l'hiver prochain, avec des prix de gros en hausse, et surtout un prix de capacité qui a plus que doublé. Vous l'avez noté pour ceux qui s'intéressent, sur les enchères de capacité, on est passé à 47 000 € le mégawatt. On essaye d'y travailler. Sinon, ça va faire 5 € sur la facture du client, alors que la dernière enchère était à 19 000 seulement. Elle est passée à 47 000. Nous passerons l'hiver, mais il faut essayer de faire des choses raisonnables sans que ça se traduise trop sur la facture du consommateur. Enfin, le développement des appels d'offres s'est poursuivi en 2019 avec l'instruction de la CRE, par la CRE, des appels d'offres lancés par le MTES. Qui doit le faire? Certains disent qu'il faut que le MTES reprenne tout. D'autres disent qu'il faut que la CRE reprenne tout sur des axes et des volumes fixés par le gouvernement tel que c'est son rôle. Un mot pour conclure sur les défis de notre système électrique à court terme. La transition énergétique doit se réaliser sans négliger les impacts économiques et sociaux liés à la crise sanitaire qui n'est pas terminée. Le secteur énergétique n'a pas été épargné. Je voudrais souligner à nouveau que notre système énergétique a été préservé, a fait preuve d'une grande résilience, d'une grande robustesse. Grâce au travail de tous, on a entendu tout ça va s'effondrer. La réponse, c'est que ça a tenu. Et il nous faut en être fiers. Est-ce qu'on peut de temps en temps être fier de ce qui se fait bien? Voilà. Donc merci encore une fois à tous ceux qui ont permis que tous les citoyens, comme si de rien n'était, quand ils appuyaient sur le bouton, quand ils tournaient le bouton du gaz, ça a marché. Si les marchés de gros fonctionnent bien, la baisse de la consommation a engendré des pertes financières pour les fournisseurs. Des contentieux sont apparus suite à cette crise. La CRE a été attaquée car elle a refusé de mettre en œuvre en urgence la clause dite de force majeure dans les contrats ARENH. Le juge des référés au Conseil d'État m'a donné raison. Était-il du devoir, du pouvoir, de l'aventure de la CRE de dire qu'il y avait force majeure sur les contrats? Si on l'avait fait sur le site énergétique, je pense que ça aurait été une traînée de poudre dans l'ensemble des relations contractuelles entre les entreprises. Nous avons donc refusé de le faire. Après, le tribunal de commerce, pas critiquer le fonctionnement de la justice, un juge en référé, qui ne fait donc pas jurisprudence, a dit qu'il y avait force majeure. En tout cas, les dysfonctionnements liés à la reine se sont multipliés. Je ne vais pas le nier. Si ça a été un dispositif efficace il y a quelque temps, c'est plus tout à fait adapté à la réalité, puisqu'au départ, il y avait 3 fournisseurs pour faire jouer la reine. Il y en a maintenant 43. Nous appliquons les règles telles que vous les avez définies, mais je suis convaincu que ce dispositif a vocation à évoluer avec la nouvelle régulation nucléaire que le gouvernement a décidé de négocier avec la Commission européenne, et nous l'appuyons, notamment avec des travaux qu'on a faits sur le coût du nucléaire. Enfin, la CRE est indépendante, mais ça ne veut pas dire isolée. On ne doit pas déconnecter l'énergie du contexte économique et social, défendre l'emploi, défendre l'outil industriel, fait partie du monde énergétique de demain. Moi, je n'ai pas peur de le dire, et de dire qu'au-delà des missions strictement législatives confiées à la CRE, il est de mon devoir, du devoir de la CRE, d'essayer de rassembler tout le monde sur un avenir énergétique commun. Nous, on n'a pas d'ambition, ni politique, ni économique, ni financière, juste on a l'ambition
de faire vivre notre pays. Et donc, nous apportons au gouvernement, à vous-même, les expertises qui sont les nôtres. Nous avons été auditionnés 13 fois par le Parlement au cours de l'année 2019. Et nous travaillons avec les autres autorités administratives aussi sur ces sujets-là. Je souhaite faire en sorte que la CRE continue à être un lieu de débat où la raison l'emporte sur la passion. Au début de mes propos, j'ai parlé du bouleversement de notre système énergétique, de l'accélération des évolutions, et je préfère conclure en disant que c'est une véritable révolution à laquelle nous participons tous et que nous devons tous, pour laquelle nous devons tous imaginer ce que sera l'avenir, imaginer ce que sera le cadre de comment on accepte cette révolution sociétale, énergétique, financière, internationale. Juste, je dis, c'est vous qui en avez la charge. Nous, on est juste là pour vous aider. Merci. Merci, Monsieur le Président. J'ai 8 demandes de parole, donc je vais les prendre tout à la suite, si vous voulez bien. Non, mais vous avez été complet. Complet et passionné. Monsieur Cellier, Monsieur Dive, Madame Depré-Hautebert, Madame Battistel, Monsieur Rattenon, Madame Bessobalo, Monsieur Di Filippo et Monsieur Adam. La parole est à Anthony Cellier. Merci, Président. Président Carenco, toujours un plaisir de vous écouter. Toujours difficile de prendre la parole derrière vous, tant vous avez balayé large l'ensemble de notre écosystème énergétique. Mais je voulais finalement reprendre un petit peu vos propos. L'épidémie de Covid-19, elle a bouleversé effectivement l'ensemble de notre quotidien et de notre économie. Elle a évidemment eu et continue d'avoir un impact sur notre écosystème énergétique. Cette crise a mis en lumière, et vous l'avez précisé, et je m'associe à vos propos, la résilience de notre système énergétique. Il a fonctionné, il a tenu, et ce, grâce aux femmes et aux hommes qui le composent. Moi, j'en suis particulièrement fier, donc je vous rejoins dans vos propos. On n'en parle jamais assez, mais tout cela a fonctionné et continue à fonctionner. Mais cette résilience ne permet pas au secteur de l'énergie d'échapper aux impacts importants de la pandémie. Vous l'avez dit, et nous l'avons relevé avec mes collègues Marie-Noëlle Battistel, qui est à mes côtés, et Philippe Bolo, dans le rapport que vous avez très certainement lu au regard de vos propos précédents, le système énergétique français face à l'épidémie de Covid-19, résilience et rôle dans la relance face aux enjeux climatiques. Je pense évidemment aux acteurs de taille petite et moyenne, mais également à nos géants. Je pense par exemple à EDF qui a revu sa production d'énergie nucléaire à la baisse et qui, si l'on en croit la presse d'aujourd'hui, lance un plan d'économie dit Mimosa. Je voudrais donc revenir sur plusieurs propositions de ce rapport. La première, vous vous en doutez, c'est l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, ce fameux ARENH. Moi, je le répète, je continuerai à le répéter à l'envi, je l'ai déjà dit dans la loi énergie-climat, il s'agit d'un système qui est à bout de souffle, qui ne remplit plus sa mission première, permettre une juste concurrence au profit du client final. Au regard du Covid-19 et des prévisions de baisse de la production nucléaire d'EDF, allez-vous adapter le volume d'ARENH ouvert au guichet du mois de novembre? Des impacts sur le prix de l'électricité pourraient-ils être observés? Je vais aller très rapidement, parce que le président me fait des signes. Je vais aller donc très rapidement au fameux bac à sable. C'est la passion qui l'emporte, comme M. Carenco. Non, je voulais parler évidemment, et vous en avez fait cas, de la filière Smart Grid, donc des véhicules qui auraient une capacité effectivement de stockage sur lesquels on pourrait s'appuyer dans un avenir que j'espère le plus proche possible. Et enfin, le fameux bac à sable créé dans la loi énergie et climat. Je vais aller très rapidement à ma conclusion. Je le redis, l'énergie, elle a toute sa place dans la relance parce qu'elle touche notre quotidien dans tous ses usages. Donc soyons forts de propositions, innovons, expérimentons, essayons. Merci. Merci Julien Dive. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président de la CRE, vous avez dit un instant que l'énergie nucléaire était un atout stratégique de la France dont nous devons être fiers. Je crois que vous avez raison. Néanmoins, la sortie de la crise, le déconfinement, nous amène à aussi vivre une réalité, c'est la fermeture d'un site, celui de Fessenheim, qui concerne 2000 emplois directs, 5000 emplois indirects, auxquels, bien sûr, il faut ajouter les pertes économiques considérables pour tout un territoire. Et j'en viens à une autre remarque.
qui est celle que nous avons remis il y a un an avec un travail fourni avec Marie-Noëlle Battistel, qui était vice-présidente. J'étais président de cette mission d'information sur les freins et la transition énergétique. Et nous avions demandé dans le rapport qui avait été remis à l'été dernier qu'il était nécessaire d'avoir une meilleure vision, une meilleure représentation de ce que pouvait être produit comme mix énergétique en France demain. Partant de ce constat-là, je voudrais vous demander, Monsieur le Président de la CRE, quelles sont pour vous la meilleure planification qui permet d'avoir une bonne visibilité de ce mix énergétique, mais surtout comment pouvons-nous associer au mieux les territoires? Je viens de donner un exemple concret avec un territoire qui vit une fermeture d'une centrale nucléaire, qui subit donc aussi un choc économique. Encore une fois, n'opposons pas l'environnement et l'économie, ce serait un tort, associons-les. Mais pour cela, il convient bien sûr d'associer l'ensemble de nos territoires. Quel est votre avis sur cette démarche? Merci. Marguerite de Pré-Hautebert pour le MODEM. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la CRE, je suis sensible à votre plaidoyer pro-européen. D'ailleurs, la première fois que j'ai entendu parler de la CRE, c'était à Bruxelles. Vous l'avez dit, mon collègue Sellier l'a rappelé, et tout le monde est d'accord, au plus fort de la crise sanitaire, le système énergétique français a tenu sans rupture d'approvisionnement. Je profite donc de ce moment pour remercier l'ensemble des personnels du secteur énergétique, des gestionnaires de réseau aux fournisseurs d'énergie, qui a assuré sans discontinuer le maintien de la distribution de l'électricité et du gaz. Nos réseaux ont su montrer leur résilience au moindre coût. Comme vous le dites, nous sommes effectivement très fiers. Si les réseaux ont maintenu toutefois leur capacité à fournir de l'énergie aux consommateurs, c'est dans des quantités réduites en raison des baisses de consommation provoquées par le confinement et en raison des baisses de la production du parc nucléaire. Ces baisses de consommation ont entraîné des chutes de prix, l'offre étant devenue surabondante. Cette baisse est inquiétante à plusieurs titres, car elle affecte non seulement les revenus des acteurs de l'énergie, mais aussi car elle risque d'entraîner une réduction de recettes fiscales. La consommation d'énergie participe en effet aux recettes publiques à travers différentes taxes perçues par l'État ou par les collectivités territoriales. Outre les difficultés évidentes d'une baisse de recettes classiques, cette diminution des recettes fiscales affecte directement le financement de la transition énergétique et le développement des énergies renouvelables. Le soutien aux énergies renouvelables est également financé par la fiscalité sur les activités polluantes, qui a également baissé durant la crise et qui est appelée à fortement diminuer ces prochaines années, voire à disparaître. Tout ceci nous amène à nous interroger sur la refonte d'un nouveau modèle de notre fiscalité énergétique, d'autant que les capacités financières nous manquaient déjà avant la crise pour investir dans des formes d'énergie plus respectueuses de l'environnement. Aussi, Monsieur le Président, j'aimerais connaître les analyses et les propositions de la Commission de régulation de l'énergie pour remédier à l'effet ciseau entre des recettes en diminution et les indispensables dépenses pour la transition écologique. Je vous remercie. Merci. Marie-Noëlle Battistel pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Carenco, comme vous le savez, puisque vous avez été auditionné dans le cadre de nos travaux du groupe de travail dont mon collègue Sellier a parlé juste avant, donc je ne vais pas prendre trop de temps pour en parler, mais nous avons rendu notre rapport avec 96 propositions que nous ne détaillerons pas ici, Monsieur le Président, rassurez-vous. Et nous avons, avec mes deux collègues, insisté également pour formuler des pistes sur l'avenir du secteur énergétique français qui a montré sa forte résilience, et on l'a tous dit pendant la crise, et qui, grâce évidemment à l'engagement sans faille des agents. Demain, dans le monde d'après, le secteur de l'énergie sera au cœur de la transition écologique nécessaire, avec une meilleure sobriété énergétique, une meilleure utilisation des ressources sur le logement, la mobilité verte, le développement des ENR, les capacités de stockage, la croissance de l'usage du numérique. Donc, quel est, à votre avis, comment se dessine, à votre avis, le monde de l'énergie de demain, où l'électricité aura une large part, je pense, et est-ce que la PPE et les objectifs vous paraissent suffisamment ambitieux pour y parvenir ? Le débat sur l'Arenh, que nous avions démarré bien avant la crise Covid, puisqu'il avait fait l'objet de longs débats pendant la loi énergie-climat, et j'avais d'ailleurs montré ma désapprobation au relèvement du plafond. La crise nous a donné raison, je pense, et aujourd'hui, ce dispositif a montré son obsolescence.
il est nécessaire de trouver un autre équilibre. Je pense que vous avez un certain nombre de pistes. Peut-être pourriez-vous nous en donner quelques-unes. Et pour finir, évidemment, toutes ces évolutions et même cette révolution, puisque vous l'avez dit vous-même, doit également se faire en préservant le prix aux consommateurs. C'est donc une équation très complexe. Un mot sur l'hydro. Je considère, si Monsieur le Président, c'est obligé. J'aurais été déçu sinon. Je considère qu'on doit davantage utiliser les possibilités d'optimisation de suréquipement qui ont été ouvertes par la loi énergie-climat et qui ne sont à ce stade pas encore suffisamment déployées. Donc il y a un blocage quelque part. Et puis sur la capacité de stockage et la flexibilité, il faut absolument soutenir les STEP dont les conditions de marché ne permettent pas dans l'ensemble de rémunérer ces moyens de stockage et pourtant indispensables. Je voulais voulu parler des électro-intensifs, mais j'ai plus le temps. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Jean-Hugues Grattenon pour le groupe France Insoumise. Merci, Monsieur le Président de la CRE. Le sujet majeur du moment sur l'énergie en France concerne l'avenir d'EDF. Au programme, vous le savez, le découpage d'EDF en 2 entités distinctes. La première, EDF Bleu, détenue à 100% par l'État. La seconde, EDF Vert, au capital ouvert au privé, avec les activités dans les énergies renouvelables. Bref, cela reviendrait à privatiser les bénéfices et à socialiser les pertes au vu des déboires de la filière nucléaire, encore aggravés avec l'annonce d'un nouveau report de l'EPR de Flamanville. Dans la loi climat et énergie votée l'été dernier, le gouvernement a décidé d'augmenter la quantité d'électricité issue du nucléaire qu'EDF est obligé de vendre à ses concurrents. Il s'agit de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Ce dispositif devait disparaître en 2025, une fois que les nouveaux acteurs du marché seraient en mesure de concurrencer EDF sur le plan de la production. Mais force est de constater que c'est un échec. La concurrence dans le secteur de l'électricité est artificiellement imposée par l'Union européenne. Cela affaiblit EDF et réduit considérablement la marge de manœuvre de l'État pour mener la nécessaire transition écologique. Monsieur le Président, est-ce que la Commission de régulation reconnaît l'échec de l'ouverture à la concurrence du secteur de l'électricité? Que recommande-t-elle pour l'avenir de l'AREN? N'est-il pas temps de reconstruire un pôle public de l'énergie unifié? Enfin, plus spécifiquement pour mon département, La Réunion, l'autonomie énergétique est annoncée pour 2030 avec les énergies renouvelables réalisées en grande partie par des opérateurs privés. Qui assurera alors la continuité du service public de l'énergie? Ne va-t-on pas assister à la disparition de la péréquation tarifaire et de ce fait voir une explosion encore plus conséquente des prix des factures d'EDF? Que devient le fonds de compensation du déficit structurel dans les DOM? Pour toutes ces raisons, faut-il pas là aussi mettre en place un pôle public spécifique de l'énergie dans ce territoire? Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Barbara Bessot-Ballot. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, moi, c'est de la petite hydroélectricité dont j'aimerais vous parler. Effectivement, on sent un fort potentiel sur nos territoires, en tout cas. Et ces centrales évitent les principaux inconvénients des centrales hydroélectriques en n'ayant ni retenue ni vidange ponctuel susceptible de perturber l'hydrologie, la biologie ou la qualité de l'eau. En outre, avec les nouvelles générations de turbines, la faune piscicole est bel et bien protégée. Enfin, l'un des grands avantages de la petite hydroélectricité se trouve effectivement dans son caractère de décentralisation. Tous les départements sont traversés par des cours d'eau où subsistent encore de très nombreux moulins désaffectés. Alors à l'heure où le plan de relance et de transformation de nos économies est en co-construction, à l'heure où ce plan fait la transition écologique et de l'économie décarbonée l'un des plus grands piliers, donc quels sont effectivement, et je crois avoir un peu compris à travers votre discours tout à l'heure, votre avis, mais effectivement j'aimerais savoir ce qu'il en est de la petite hydroélectricité. Merci. Fabien Di Filippo. Merci, Président. Bonjour, Monsieur le Président de la CRE. 3 questions très simplement en ce qui me concerne. La première, sur votre vision, vous avez parlé de la trajectoire pluriannuelle de l'énergie. On se rend compte qu'elle paraît, dans tous les scénarios qui sont envisagés, quand même quelque peu irréaliste si l'on tient compte de l'augmentation de la population française, de l'augmentation du nombre de véhicules électriques en circulation, de l'augmentation du nombre d'appareils connectés, de smartphones et d'objets qui utilisent l'électricité. Ne devrait-il pas y avoir un scénario qui prévoit quand même une hausse de
la consommation d'électricité en France. On se rend compte en tendance longue que c'est quand même la réalité. Deuxièmement, j'insiste sur un point qui a déjà été évoqué. Aujourd'hui, on met fin à certains outils de production d'électricité nucléaire, à un moment où on parle de décarbonation de notre production d'énergie, c'est quand même quelque peu surprenant, sachant que lors des pics, et vous le confirmerez ou vous l'infirmerez, il nous est arrivé ou il nous arrive de nous fournir à l'étranger, de l'autre côté de la frontière, en ce qui me concerne parfois, sur des centrales qui sont des centrales à charbon, donc avec de fortes émissions de CO2 qui ne restent pas du côté de la frontière où elles sont produites, mais qui viennent effectivement jusqu'à nous sans problème. Troisième question, enfin, on met en place dans nos villes des réseaux de chaleur qui utilisent la biomasse. Quel est votre avis sur ces sources d'énergie? Peuvent-elles à long terme constituer une bonne alternative à un coût réduit dans un contexte de raréfaction des sources hydrocarbures d'alimentation des outils de production d'énergie? Merci. Merci. Damien Adam. Merci Monsieur le Président et merci Monsieur Carenco d'être avec nous cet après-midi. Moi j'aimerais vous parler de 4 thématiques, en commençant tout d'abord par les économies d'énergie qui, je trouve, dans votre rapport d'activité, sont assez peu présentes. À l'époque du projet de loi énergie-climat, j'avais porté à la Commission et en hémicycle un amendement portant sur les thermostats d'ambiance pour faire en sorte qu'on puisse les mettre en place. Vous le savez, l'ADEME indique que ça peut réduire de 25% les émissions de CO2 et permet d'économiser 25% du total sur la facture. Donc c'est des choses qui sont très pertinentes. Ça avait été à l'époque retoqué tant par le ministre que par le rapporteur qui est à mes côtés. Et j'ai été agréablement surpris que la ministre Borne annonce il y a quelques jours une aide de 150 € pour permettre d'installer et d'accompagner les citoyens qui veulent installer ce type de solution. Est-ce que vous travaillez sur ces sujets? Est-ce que vous avez une idée de l'impact que ça peut avoir sur la consommation? Et notamment, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un dispositif beaucoup plus simple pour que les opérateurs d'énergie soient vraiment force de proposition auprès de leurs clients pour mettre à jour ce type d'équipement? Deuxième sujet, il me paraît très pertinent d'avoir aussi des tableaux électriques connectés pour faire en sorte qu'à l'image de ce qui se passe sur les thermostats connectés, quand le citoyen quitte son domicile, certains fusibles puissent s'éteindre et ainsi les produits en veille puissent ne plus consommer d'électricité, permettant ainsi de pouvoir faire des économies d'énergie. On a bien vu avec la crise du Covid que finalement, le fait que les citoyens soient chez eux pendant le confinement n'avait pas tellement d'impact sur la consommation d'électricité, ce qui prouve bien qu'il y a des gisements d'économies qui sont colossaux. J'aimerais aussi, en troisième sujet, revenir sur l'autoconsommation. Moi, j'ai la chance d'avoir mes parents qui ont acheté des panneaux photovoltaïques et qui ont fait une autoconsommation, mais quand ils m'expliquent un peu la démarche qui a été faite, l'acteur qui les a eus, ça me paraît extrêmement compliqué. Est-ce que vous avez des propositions pour améliorer la situation et notamment pour faire en sorte qu'ils puissent, je vous répondrai, et notamment le fait qu'ils puissent revendre l'électricité qu'ils produisent à des opérateurs, puisqu'aujourd'hui, a priori, leur solution n'est pas éligible à cette solution. Dernier sujet, et j'en terminerai, Monsieur le Président, j'étudie votre rapport d'activité et j'ai notamment vu le mix électrique encore très carboné en 2018 sur les ZNI, les fameuses zones qui sont non interconnectées et qui sont notamment les Outre-mer. Est-ce qu'on ne pourrait pas, nous, État français, simplement avoir un objectif de se dire en 2030, on veut 100% d'énergie décarbonée dans les dom-toms? Et quel serait le coût de cette solution? Quand on voit aujourd'hui que dans pas mal de territoires d'Outre-mer, on est quand même à quasiment plus de 90% d'énergie carbonée, je me dis que c'est un gisement qui est très important de décarbonation, de transition écologique, et je pense que c'est financièrement accessible. Est-ce que vous avez des chiffres concrets sur cette possibilité, sur qu'est-ce qu'il faudrait en milliards d'euros pour atteindre cet objectif? Je vous remercie. Et pour terminer, Stéphanie Do. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, en Seine-et-Marne, le chantier de construction d'une centrale géothermique a débuté. D'une longueur de 19 km, le réseau de chaleur desservira l'équivalent de 10 000 logements sur les communes de Champs-sur-Marne et de Noiselle. Cette installation va contribuer largement à la lutte contre le changement climatique pour diverses raisons. Alimenté à 82% pour la géothermie, le réseau de chaleur permettra d'éviter chaque année l'émission de 25 000 tonnes de CO2, soit l'équivalent des émissions annuelles de près de 17 000 véhicules. Ce projet, qui a été soutenu par les acteurs du territoire, contribue aux objectifs de développement des énergies renouvelables en faveur de la transition zéro carbone. Quel avenir envisagez-vous pour cette filière d'énergie renouvelable que représente la géothermie? Merci. Monsieur le Président, un peu de travail là. Allez-y, appuyez sur votre micro et on vous écoute. Répondre. D'abord, je vais dire un mot sur le mix énergétique parce que ça répond à plusieurs questions telles que moi je l'imagine.
on a 70%, 72% d'énergie nucléaire. Et tout le monde dit il faut baisser l'énergie nucléaire, c'est l'avenir. On ne dit pas pourquoi. C'est certainement pas pour décarboner notre production, notre mix énergétique. Je l'ai dit, on a le mix énergétique le moins carboné d'Europe. Et pourtant, je suis de ceux qui pensent qu'il faut baisser le nucléaire dans le mix énergétique. Pourquoi ? Parce qu'on laisse une empreinte écologique qui n'est pas supportable à terme. Qui n'est pas supportable à terme. On peut encore le faire un peu, mais il faut arrêter, il faudra trouver des solutions. Et c'est l'empreinte écologique. L'empreinte écologique. Et deuxième sujet, c'est dangereux à terme sur notre sécurité d'approvisionnement. Quand j'étais préfet du Rhône, j'ai vécu deux épisodes terribles. Un jour, on me dit, tiens, l'eau du Rhône est montée d'1 degré. Tu fermes les centrales. Un autre jour, on me dit, tiens, les Suisses ont fermé les vannes du lac Léman. Pof, tu fermes les centrales. Donc je pense que notre énergie nucléaire, là où elle est passée, près des fleuves, est maintenant trop sensible au changement climatique. Et donc il nous faut peu à peu baisser le nucléaire. C'est ce qu'a décidé la PPE, j'y ai travaillé, j'y suis extrêmement favorable. Jusqu'où et pour la remplacer comment et par quoi? Je pense que la sécurité d'approvisionnement, il n'y a pas urgence, mais il faut le faire. Donc la PPE a dit 50% en 2035. Peut-être que ça pour répondre à notre ami sur Fessenheim. Peut-être que ça décalera un peu. Mais enfin, le chemin, il est pris. La question n'est plus pourquoi le faire, mais pourquoi ne pas le faire? Puisque pourquoi le faire, c'est la sécurité des approvisionnements et l'empreinte écologique. Pourquoi ne pas le faire? C'est si on n'arrive pas à remplacer cette production énergétique par des choses conductibles et à prix raisonnable. Tout le monde dit maintenant, et c'est la réalité, on est dans une bande entre 45 et 65. Tous les prix se valent. Donc il faut faire des choses, baisser le nucléaire, au fur et à mesure que nous sommes capables de faire du renouvelable efficace. Du renouvelable efficace, pas du renouvelable idéologique. C'est-à-dire du renouvelable qui produit de l'énergie. Qui produit de l'énergie à des prix raisonnables. Notamment l'éolien en mer, la géothermie, et le solaire. Plus toute la baisse de la consommation, on va y revenir sur une question. Et je pense qu'on peut prendre ce chemin tranquillement. Ça veut dire que, je l'ai dit dans mon discours introductif, il nous faut réagir à l'idée qu'on a 10 gigawatts d'éolien alors que l'Allemagne en a 64. Il faut arrêter. C'est de solaire ou d'éolien? De solaire. On ne fait pas les choses. Il nous faut faire du solaire en masse. En masse. Monsieur le député de La Réunion, pourquoi on ne fait pas sur toute la route du littoral qu'on abandonne, pourquoi on n'y met pas 70 mégawatts de solaire, par exemple? Par exemple. Donc j'ai été là-bas, je l'ai dit. Il nous faut faire du solaire en masse. Il nous faut travailler sur l'éolien en mer en masse. Et il nous faut accepter de dire que les égoïsmes contre la présence de l'éolienne à 1 kilomètre de chez soi, ça suffit. L'énergie, c'est comme ça. On n'est pas sur le respect absolu, je m'excuse de le dire comme ça, de la préservation de toutes les nuisances, aussi minimes soient-elles, face à l'intérêt collectif national qui est de produire de l'énergie. Ou alors on dit, vous n'avez plus d'énergie. Bon. Mais on peut le dire, ce n'est pas le choix de la Creux. Donc on a cette décroissance programmée, 50%, puis 25%, puis après, il faut tenir, parce qu'on a une question de sécurité d'approvisionnement. Voilà, je pense qu'on peut tenir 25%. Si vous faites les paires de nucléaire qui sont promises, vous allez jusqu'en 2120, et là, vous pouvez éventuellement éteindre le nucléaire. Mais tout ça se passe à peu près correctement et est compatible avec la montée en puissance des énergies renouvelables à des prix raisonnables. Alors, je dis un mot en réponse à monsieur... qui c'est qui m'a posé? À monsieur Adam, je crois, sur l'autoconsommation. Moi, je trouve ça super, l'autoconsommation. Ça a quelques inconvénients. Un, ça ne produit pas beaucoup d'énergie. C'est pas avec ça qu'on produira de l'énergie. Deux, on supprime le financement des réseaux. Trois, on supprime une assiette fiscale, je ne sais pas qui l'évoquait, considérable, 27 milliards de prélèvements sur les factures d'électricité. Je ne dis pas sur les producteurs, sur les factures. Ou on le remplace si plus personne ne paye les réseaux, si plus personne ne paye de taxes sur l'électricité,
Et pourtant, il faut le faire doucement, parce que ça permet d'intéresser nos concitoyens à... C'est très compliqué. Bon, ça ne marche pas très bien. Il faut le faire, il faut y aller doucement. Mais il faut éviter de dire que ça sauvera le monde. Ça ne sauvera rien du tout. Mais je pense qu'il faut le faire parce que c'est une approche qui permet à tous nos concitoyens de prendre conscience de ce qu'est le problème énergétique. Il faut le faire dans ce sens-là. Après, il faut veiller, je le dis, à éviter une espèce de communautarisme énergétique, hein, où on est bien entre soi. Après, il y a le communautarisme scolaire, puis sanitaire, puis énergétique, puis voilà. À bas la République, à la fin. Hein, mais bon. Voilà ce que je pense du système de production énergétique. On a un bon système, essayons de le préserver. Je vais essayer de répondre à chacun. Sur la REN, oui, c'est Monsieur Cellier. Oui, c'est un système ancien qui doit changer. Il doit changer parce qu'on l'a fait quand il y avait 3 alternatives. Il y en a 43, hein, à peu près, ou 40 ou 43. On l'a fait à un moment donné où on pensait que le prix allait monter à 200. Hein, en 2008, 2009, 2010, on pensait que le prix de l'énergie allait monter jusqu'à 200 € le mégawattheure. Il est resté très longtemps en dessous. Il est resté très longtemps en dessous. Il ne permet pas aujourd'hui de développer le nouveau nucléaire qui est plus cher. Donc il faut réformer le système. C'est clair, tout le monde y est pour. Le gouvernement a entamé une négociation avec Bruxelles sur un système dit de corridor. Dans ce cadre, mais c'est le gouvernement qui a le rapport, et ce n'est pas moi, je n'en suis plus propriétaire, nous avons travaillé pour donner quel est le coût du nucléaire acceptable. En gros, le prix pivot, qu'est-ce qu'on estime devoir être le prix pivot du corridor, hein, mais à court terme, on fait quoi, compte tenu de ce qui s'est passé? Parce que même si ça marche, c'est en 2022. Donc on a encore les échéances de novembre, là, et puis tout 2021. Nous allons essayer de modifier le contrat type d'achat entre la REN et pour la REN, c'est entre EDF et les fournisseurs. Tout le monde est pour. C'est un vieux contrat, il ne marche plus, il faut le changer. Ça devrait être fait dans les semaines qui viennent. En tout cas, prêt pour le contrat de novembre, pour le guichet de novembre. Deuxièmement, la question se pose de quel est le montant de ce qui va être mis à la REN, hein, en volume. Vous aviez voté, et je m'en suis félicité, le fait que c'était plus législatif, hein, le plafonnement de la REN, au-delà de 100, pour le donner au pouvoir réglementaire, si j'ose dire. Ça fait l'objet des négociations avec Bruxelles. Hein. Je pense que l'objectif numéro 1, c'est d'aboutir à cette nouvelle régulation nucléaire. Donc je sais que les négociations sont en cours. Mes services se rendent de même à la demande du gouvernement à Bruxelles le 16 pour plancher sur ce qu'est le coût du nucléaire, pour participer à cette négociation. La CRE ne le fait pas de sa propre initiative, parce que dans cette affaire, j'ose le dire, même si ce n'est pas bien pour une autorité indépendante, elle appuie le gouvernement sur cette régulation nucléaire. Ça vaut le coup de se mettre ensemble sur ce sujet-là. Quelle que soit son indépendance à penser, il faut essayer de se mettre ensemble pour régler cette affaire nucléaire avec Bruxelles. Donc, le volume, je n'en sais rien. Moi, j'ai été pour, à ce moment donné, qu'on l'élève. Le gouvernement a décidé qu'il ne fallait pas aller complètement orthogonal, hein, aux décisions de la DG Comp. La négociation est entamée. On va voir ce que ça donne. Hein, on va voir ce que ça donne. L'évolution du nucléaire, je l'ai dit en réponse à M. Dive, la fermeture de Fessenheim, c'est ça. Je veux dire, c'est pas... à un moment donné aussi, sur le nucléaire, nos centrales, elles ont 40 ans, elles vont vers 60 ans. Est-ce qu'elles vont aller vers 80 ans? Je ne crois pas. Celle-là n'était pas la plus vieille, n'était pas la plus... C'est la plus vieille. Hein? C'est la plus vieille. La plus vieille, mais je veux dire, elle pouvait fonctionner un peu. Il faut donner des signes dans la vie. Alors après, je souhaite, mais c'est le gouvernement, qu'on fasse des réponses, hein, aux problèmes économiques de cette chose-là. Mais c'est comme ça, il faut fermer du nucléaire parce que ça devient moins sécure. Hein, non pas pour des dangers d'explosion, parce qu'à la fin, le problème de température de l'eau, hein, il y a tout un tas de sujets comme ça, d'empreintes écologiques. Si on sait le faire, pourquoi ne pas le faire? La question n'est pas pourquoi le faire, la question est pourquoi ne pas le faire. Hein, il faut renverser la problématique, me semble-t-il. Madame Haudebert, l'effet de la baisse de la consommation, baisse des prix. C'est clair que la baisse de la consommation entraînait une baisse des prix. J'ai répondu sur l'autoconsommation, d'ailleurs, hein, entre nous, baisse de la consommation régulée, puisqu'on passe à une consommation non régulée. Le premier sujet de la baisse des prix, c'est l'augmentation du coût du soutien
du coût du soutien aux énergies renouvelables, puisqu'on est sur un marché plus prime. Le marché baissant, la prime augmente. Et donc vous allez avoir, en termes budgétaires, Monsieur le Président Lescure, à regarder ce que ça coûte. Et ça coûte un peu quand même. Je pense que le soutien aux renouvelables va coûter. Le modèle tel qu'il est de financement est-il viable? Moi, je crois qu'il y a un sujet que vous devrez vous poser, c'est le coût des congestions du fait de la règle du renouvelable partout, n'importe quand, n'importe quelle condition. Nous avons commencé à mettre dans les tarifs gaz, et on va le mettre dans les tarifs électriques en réflexion, ce qu'on appelle un timbre d'injection. Est-il évident d'avoir un droit absolu à l'injection au milieu de nulle part, alors qu'il faut faire tous les réseaux? C'est un vrai sujet. Et donc là, vous pouvez avoir un financement des renouvelables un peu différent. Aujourd'hui, le financement des renouvelables, c'est pas encore bien visible, mais mon souci sur le financement des renouvelables, c'est le financement des réseaux. Ce droit absolu et immédiat à l'injection est un sujet quand même. Bientôt 1 million de sites d'injection. On vient de 150. Imaginez la transformation, ce que ça veut dire sur les réseaux. Imaginez les coûts des congestions. C'est ça que je voulais vous dire. Madame Battistel nous a parlé du monde de l'énergie de demain. J'ai répondu un petit peu sur la PPE. J'ai un petit peu répondu aussi sur l'AREN. Mais disons un mot sur l'hydraulique, évoqué aussi par Madame... je ne sais pas, l'hydraulique, vous-même aussi. Et voilà. Un peu sur les ZNI et un peu sur la géothermie. Tout ça, et l'hydrogène, tout ça étant, pas en devenir, parce que l'hydraulique on connaît, et les steppes on connaît. En tout cas, la géothermie reste en devenir. Les ZNI, je le dis, côté de la Réunion, doivent être un laboratoire de ce qu'on sait faire. Oui, nous pouvons arriver à une décarbonation à 100%, 2030, 2040, peu importe. Il faut y arriver. Mais je ne suis pas sûr, je le dis, que la soumission absolue aux règles permanentes du marché à court terme le permette. Je ne suis pas sûr non plus que nous soyons capables de fermer, de par nos décisions du gouvernement, de EDF ou de la CRE, des centrales thermiques qui ont souvent moins de 10 ans et qui sont en pleine forme. Je ne suis pas sûr qu'il faille décider de licencier des personnels qui sont là. Donc il faut là aussi aller vers cette transition. Oui, il faudra fermer les centrales thermiques outre-mer. Faisons-le à la vitesse où nous sommes capables d'assurer la sécurité énergétique, le reclassement des personnels et des coûts raisonnables. Moi, je veux bien qu'on dise, allez, on ferme les centrales thermiques de la Réunion, c'est un des sujets. Et combien ça coûte et qu'est-ce qu'on fait des gens? Donc la réponse est non. En tout cas pour nous. On va y aller tranquillement. Il faut arrêter de les développer. J'essaye en Guadeloupe de fermer la centrale Contour Global de Pointe-à-Pitre. 42 salariés. Centrale qui est aux mains d'intérêt américain, qui est en bout de concession et qui est maintenant très polluante. C'est une difficulté considérable. C'est plus que la centrale de Cordemais. Voilà, donc essayons d'avoir une stratégie et de faire ce que l'on sait faire. De faire ce que l'on sait faire. Avec des tas de... Mais ceci dit, dans ce cadre-là, la biomasse, la géothermie, demain l'hydrogène sont les solutions à développer. Attention de ne pas aller trop vite sur le coût de l'hydrogène. Mettre de l'hydrogène qu'on subventionne, comme si ça coûtait 300 € le mégawattheure pour le mélanger à du gaz qui vaut 5 € le mégawattheure, c'est un crime économique quand même. Donc, pour faire tout ça, posément, calmement, mais ce monde énergétique, juste répondre à Mme Battistel, nul ne sait ce qui sera demain, ce qu'il sera demain. Juste, je plaide pour la raison et la ligne de conduite qui est le renouvelable, la suppression tranquille du nucléaire pour ne pas casser tout ça, et à des prix qui font que ça reste quand même un peu raisonnable, un petit peu raisonnable. Sur le projet Hercule, M. Rattenon, le sujet n'est pas de casser EDF, le sujet est de faire vivre notre système énergétique. Voilà. Donc, moi, qu'il y ait un nucléaire qui soit 100%, voire un hydraulique 100% public, ça va. Après, quel est l'intérêt? Je vous pose la question, c'est à vous à décider, c'est pas moi. Quel est l'intérêt absolu
d'avoir une partie d'EDF à 100% qui fait du renouvelable alors que la Terre entière en fait. Ce n'est pas une évidence. Hein, ce n'est pas une évidence. Quel est l'intérêt d'avoir un RTE, encore que je sois pour, mais la question se pose, 100% public, ce qui l'empêche d'aller conquérir l'Europe, ce que l'Europe attend. Je n'en sais rien, mais toutes les questions sont ouvertes dès lors que le nucléaire, c'est compliqué, difficile, c'est la sécurité des approvisionnements, reste évidemment un impératif national. Le reste, choisissons le chemin de la transition écologique. C'est simple, je n'ai pas de solution, mais choisissons le chemin de la transition écologique au cas par cas. Est-ce que Arkema doit être 100% public? Franchement. La question se pose. Pas à moi de donner la réponse, mais la question se pose. Je n'en sais rien. Est-ce que, voilà, donc l'important c'est d'être efficace et de montrer que le système énergétique français, qui est aujourd'hui l'héritier, comme je dis souvent, de Charles VII, de Charles de Gaulle et de Marcel Paul, est capable d'évoluer au fil des demandes. Mais n'oublions pas que le problème énergétique, ce n'est pas que la production. C'est production, distribution, réseau. Que le vrai sujet, c'est la péréquation. Je vous rejoins à 100%, titre personnel, mais c'est la CRE, sur l'idée que le crime absolu serait de supprimer la péréquation des tarifs, y compris en ZNI. Et en ZNI, je vais vous dire, à Maripasoula, et c'est l'honneur de la France, ça coûte 1 200 € la production du mégawattheure. Et c'est vendu comme à Pantin, comme à Versailles. À Saül, c'est 8 000, et c'est vendu comme à Pantin, comme à Versailles. On a même étendu la péréquation, récemment, vous avez étendu la péréquation, à Wallis et Futuna, hein, où c'est 800, et c'est vendu comme à Versailles, comme à Paris, comme à Pantin. Ça, c'est le fondement même de notre système républicain. Je pense qu'on peut dire qu'il faut le défendre, mais je ne le vois pas attaquer. Je ne le vois pas attaquer en ce moment. Sur la petite hydroélectricité, on en a délibéré. Alors, il y a un problème de steps. Madame Battistel a raison. Quand vous vendez de l'énergie, quand vous faites monter l'énergie de haut en bas et en montée, vous payez 2 fois les réseaux. Hein, bon, eh bien, dites-le nous. Dites-le nous, messieurs les parlementaires. Mais pas juste en parlant, en délibérant. Donc c'est vrai, on paye 2 fois, et c'est un peu ridicule. Et c'est complètement ridicule. Par contre, sur la petite hydroélectricité, on a reçu récemment le système syndicat, hein, les syndicats. Je pense qu'on a progressé ensemble. Je ne sais pas s'ils vous ont dit. Je pense que les arrêtés qui vont sortir ou les décrets qui vont sortir sur le paiement des travaux de modernisation, sur les travaux d'extension de la petite hydraulique, à mon avis, tel que nous avons donné l'avis, je ne sais pas si c'est pas sorti, leur donne satisfaction. Hein. Attendons le décret. On les a reçus assez longuement. À Madame Di Filippo. Monsieur, pardon. Excusez-moi. La prévisibilité de la CRE. Excusez-moi. Je ne suis pas sûr de la PPE. La prévisibilité de la PPE. Ben moi, j'en suis pas sûr. Si on ne prend pas au quotidien les bonnes décisions, hein, que ce soit des décisions législatives, il faut y arriver. Il faut y arriver sur la baisse de la production fossile, et ce n'est pas facile. Regardez Gardanne, regardez Cordemais, regardez Saint-Avold. C'est compliqué de ne pas polluer. C'est très compliqué de ne pas polluer. Regardez Pointe-à-Pitre avec ce que je citais de contour global. Regardez les difficultés évoquées pour faire de l'éolien. C'est compliqué de faire des champs d'éolien. Regardez ce qui se passe sur le photovoltaïque où on n'y arrive pas. Hein, on n'y arrive pas parce qu'on protège des terrains dont on dit qu'ils sont agricoles, qui sont moyennement agricoles. Bon. On est enfin passé à l'utilisation des terrains dégradés et des bases aériennes. Enfin, quelle difficulté. Regardez votre collègue Vigier à Châteauroux. Pas Châteauroux, bon, ça va me retrouver aussi. On y est arrivé finalement. Mais enfin, quelle difficulté. Il faut inventer. Je crois beaucoup à ce que vous avez décidé sur les bacs à sable réglementaires. Faut-il un scénario qui ne répond pas à cette hausse? Je ne pense pas, sinon on prendra le scénario le plus facile. Quand vous avez 2 scénarios, un scénario facile, un scénario difficile, on est tous des gens normaux, on prend le scénario facile. Donc je pense qu'il faut éviter de l'avoir et s'en tenir là. Hein? Sur la biomasse, oui, je l'ai dit,
Et je reviens aux ZNI, aux îles, à l'outre-mer, c'est un champ gigantesque, mais c'est très compliqué, par exemple en Guyane. Il y en a même qui veulent importer de la biomasse en Guyane. Ça interroge quand même. Importer des bois en Guyane, merde à la fin. Il faut arrêter pour le principe, de dire je fais de la biomasse, de le faire avec du bois importé en Guyane. C'est pas possible. À La Réunion, comme en Guadeloupe ou à Marie-Galante. C'est pas le sujet. Et donc c'est difficile, même si c'est un terrain d'avenir. Et puis je termine sur les réseaux de chaleur et la géothermie. La question se pose, faut-il ou non soumettre les réseaux de chaleur à la régulation d'une autorité indépendante? Pas nécessairement la CRE, mais pourquoi pas? Ah oui, excusez-moi. Sur les économies d'énergie, c'est un des moyens de produire. Il y a deux sujets. Il y a l'effacement et les économies en long. Je ne comprends pas, mais je l'ai écrit à la ministre et je le dis souvent, pourquoi on ne fait pas des CPE obligatoires sur tous les bâtiments publics. Ça, c'est assez facile. Pourquoi on ne construit pas des logements nouveaux avec, ça c'est pas sur les économies, c'est sur, avec des structures qui supportent du solaire? Pourquoi on n'oblige pas tous les bâtiments nouveaux, au-delà d'une certaine surface, à être à énergie positive? Ça, c'est assez simple. Et sur l'effacement, mais tout ça a un coût. Sur l'effacement, je suis de ceux qui pensent qu'il faut commencer à effacer. J'en parlais avec Pouyanné, mais j'en parlais aussi avec des acteurs du logement, que dans les grandes sociétés d'HLM, il faut que l'opérateur mette en place les outils d'effacement. C'est assez simple, c'est pas compliqué. Quand vous êtes dans votre HLM, vous savez que votre frigidaire, il ferme la nuit 10 minutes toutes les heures. Vous savez que votre machine à laver, elle ne s'ouvre pas à 19h, entre 19h et 21h. Et votre chauffage, quand il fait plus de 22, il s'arrête. Tout ça est techniquement possible. Mais il y a un truc, peut-être je conclurai là-dessus, auquel je ne crois pas du tout, c'est qu'il appartient aux fournisseurs de faire ça. Quand je veux faire des économies d'essence, je ne m'adresse pas aux pompistes. C'est la base. Donc j'attends des fournisseurs qui mettent en place des systèmes agiles, que permet Linky, et après il faut trouver les vrais opérateurs de l'effacement. Je pense qu'on ne les a pas encore. Je pense qu'on n'a pas encore les vrais opérateurs d'effacement massifs, forts, des grosses sociétés qui y vont, qui font le job. Après on a des petits trucs, je te fasse ceci, je te fais par là, mais il faut y aller massivement. C'est une guerre c'est une guerre à la consommation qu'il faut déclarer. Je pense qu'on en a les moyens techniques qui n'étaient pas là il y a 5-6 ans. On a désormais les moyens techniques. Il nous faut maintenant les moyens juridiques, humains, j'allais dire structurels, de structure. Moi, j'ai rends hommage, excusez-moi, non, je ne m'excuse pas, à Elisabeth Borne, elle avait lancé ce sujet-là. Elle a lancé ce sujet-là. Et si je retiens de sa période ministérielle, c'est sa technicité sur ce sujet. Elle a lancé ce sujet-là et je pense que rien ne l'arrêtera plus. Voilà sur la défense, la baisse de la consommation. Il faut faire baisser la consommation, c'est le principal moyen de production. Voilà. Principal moyen de production. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, pour une audition, je pense, complète et très vivante. Merci à tous et à toutes. Et puis, à demain. Question au gouvernement. Je vous rappelle que l'audition de demain matin, du coup, est annulée, enfin reportée, et qu'on se verra demain après-midi pour le rapport sur l'identité numérique de notre collègue Christine Aignan. Ah ouais, on va les prendre, ouais. Puis on va même les offrir à Anthony Sellier, parce que lui, il est